C'était super. Je vous demande d'accueillir une autre personne qui est un peu stressée, je crois. Alors, je vous demande d'accueillir Oriane Pauvert, qui est interne à Angers, qui est au SAMU, et qui vient nous parler un petit peu des situations d'urgence. Alors, les situations d'urgence, c'est quelque chose de simple et de compliqué à la fois. On a tous la crise d'épilepsie en tête, mais pas que. Donc voilà, je vous laisse la place. Et puis, vous ne laissez pas avoir par Guillaume qui veut vous réduire votre temps de parole. Hein. Ça va aller, oui. Pour le projeter, ici. Ok. Donc, je suis effectivement interne en pédiatrie et je fais aussi donc, une spécialité d'urgentiste au CHU d'Angers. Et donc, je suis là pour vous présenter un petit peu comment évaluer et quelles sont les choses à faire en cas de situation d'urgence pour vos enfants. Donc la sclérose tubéreuse de Bourneville, donc, comme vous le savez, ça atteint plusieurs organes. Et donc les organes les plus fréquemment touchés pour vos enfants, c'est le cerveau, les reins, les yeux, les poumons et le cœur. Donc en ce qui concerne les atteintes oculaires, il y a des urgences qui sont surtout ophtalmologiques, ce n'est pas des urgences vitales, mais néanmoins ça doit être pris en charge dans des délais qui sont plutôt brefs, qui sont liés à la présence de petites tumeurs au niveau de la rétine ou du nerf optique. Donc chez les personnes adultes, c'est très facile à détecter et quelqu'un qui est autour de vous peut vous dire facilement qu'il voit moins bien. Chez les enfants, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les mots et qu'ils ressentent les choses un peu différemment que les adultes. Donc chez l'enfant qui parle, il va vous dire qu'il voit flou, qu'il voit moins bien. Parfois, il y a des petits voiles noirs, des flashs lumineux, donc c'est assez facile. Chez le beaucoup plus jeune, ça peut juste être un trouble du comportement, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme d'habitude, il regarde toujours dans la même direction parce qu'il compense, il tourne la tête toujours du même côté, et dans ces cas-là, il faudra se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de ses yeux ? Donc les enfants dont la maladie a été diagnostiquée vont être suivis par un ophtalmologue. S'il y a des lésions, il y aura un suivi programmé. Donc vous pouvez le contacter logiquement assez rapidement pour avoir une consultation en urgence. Si vous avez le moindre doute, si l'ophtalmologue qui suit votre enfant n'est pas disponible, vous pouvez vous rendre dans un service d'urgence et bien sûr appeler le 15 si jamais vous avez personne pour répondre à vos questions. Donc au niveau de l'atteinte pulmonaire, le risque, la pathologie d'urgence au niveau pulmonaire, c'est le pneumothorax, c'est-à-dire qu'il y a de l'air entre le poumon et la membrane qui l'entoure. C'est des choses qui ne se retrouvent pas chez les jeunes enfants, plutôt chez l'enfant d'âge scolaire et chez les jeunes adultes ou les enfants plus grands. Et ça se traduit par une douleur thoracique qui peut aller donc, dans tout le côté de l'épaule, d'un côté ou de l'autre. Ça apparaît souvent de façon brutale. Associé ou pas à une gêne respiratoire. Donc chez les petits enfants, ça se manifeste donc par un tirage, donc avec des creusements au niveau des côtes, au niveau au-dessus du sternum. Un enfant qui va respirer pas de la même façon que d'habitude, beaucoup plus vite, avec le ventre qui se soulève. Dans ces cas-là, ça doit vous alerter et il faut penser à ces choses-là. Parfois, dans les cas vraiment extrêmes, mais c'est très rare, il peut y avoir une petite cyanose au niveau des lèvres. Donc là, il faudra s'inquiéter, effectivement, consulter. Si votre enfant présente ce genre de signes, il est conseillé, pour une douleur thoracique ou pour une gêne respiratoire, d'avoir un rendez-vous avec un médecin rapidement, et ça passe par un appel au 15. Si jamais votre enfant est très gêné pour respirer, il ne faut pas le mettre dans la voiture, aller aux urgences très vite. Vous prenez des risques pour vous parce que vous êtes inquiet et vous n'êtes pas dans la capacité de surveiller votre enfant pendant le trajet si vous êtes tout seul avec lui. Donc il vaut mieux appeler le 15, être accompagné de secouristes qui l'emmènent aux urgences. Même si vous avez l'impression d'aller plus vite, vous vous mettez en danger et votre enfant aussi. Souvent, quand ils ont des gênes respiratoires, les enfants, ils ont tendance à vouloir être assis. Il faut les laisser dans la position dans laquelle ils sont le mieux. Si c'est demi-assis, si c'est debout, si c'est un petit peu plus allongé, il faut aller dans le sens de l'enfant. C'est lui qui ressent, donc c'est lui qui est à même de se mettre dans une position où il est le mieux pour respirer.
Donc une des complications dans les atteintes cérébrales de la maladie, c'est les crises d'épilepsie. Donc il y a beaucoup de crises d'épilepsie différentes, qui sont différentes en fonction de la localisation des lésions, de l'âge de l'enfant. Et puis donc si votre enfant présente des crises d'épilepsie, il peut faire certains types, puis passer à d'autres types de crises. Donc c'est plutôt, c'est une grosse partie de la maladie, et il faut que vous soyez capable de faire face dans ces situations-là. Donc pour les tout petits enfants, les enfants de moins de 1 an, souvent ça se présente sous la forme de spasmes épileptiques, donc ce qu'on appelle les spasmes en flexion. Donc l'enfant, pendant 1 à 2 secondes, fait un spasme avec les bras, puis revient. Ça peut être des crises qui se répètent, ou parfois c'est très très rapide, il n'y en a qu'une, ou il y a des salves. C'est différent d'un enfant à un autre. Et il faut être en mesure de reconnaître ces spasmes pour donner le traitement nécessaire si besoin. Donc les spasmes en eux-mêmes, c'est pas quelque chose qui va être du domaine de l'urgence vitale. C'est plutôt important pour le développement de l'enfant. C'est comme si vous lisiez un livre et que toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient vous poser une question. Vous avez lu toute la page, puis au final, vous savez plus ce que vous avez lu au début. Donc c'est pareil pour l'enfant. S'il a des spasmes à chaque moment de la journée, ça va le gêner dans ses apprentissages. Donc c'est important à reconnaître, c'est important à traiter. Et donc plus tôt on traite les spasmes, plus vite ces types de spasmes sont contrôlés, mieux ça se passe pour l'enfant. Donc si votre enfant a déjà fait des spasmes, vous aurez des traitements en si besoin à la maison, vous aurez des conduites à tenir spécifiques données par votre neuropédiatre. Si jamais il n'en a jamais fait, il faut quand même savoir reconnaître et puis consulter un médecin. Si jamais vraiment c'est quelque chose que vous avez jamais vu, le plus simple et le plus facile après pour consulter un médecin, c'est de filmer votre enfant. C'est-à-dire que vous faites une petite vidéo quand il fait ses manifestations, et du coup les médecins seront en mesure de vous dire s'il a juste sursauté, si c'était une crise, s'il faut faire d'autres examens. Mais ça aide beaucoup les médecins en cas de crise d'avoir Souvent les enfants ils ne crisent pas devant le médecin, ils crisent à la maison, et vous êtes parfois démunis de ne pas pouvoir montrer ce qui se passe, quoi. Et pour tout ce qui est spasme, il n'y a pas d'urgence vitale immédiate, donc il faut essayer de prendre le temps de le filmer. Donc pareil, si c'est la première fois que ça vous arrive, vous appelez le 15 et vous allez être conseillé par un médecin, même s'il ne connaît pas la maladie, tout ce qui est crise d'épilepsie, les médecins au SAMU, ils savent ce que c'est, donc ils peuvent vous conseiller et puis vous adresser vers les urgences ou envoyer un moyen si nécessaire. Donc il y a d'autres types de crises qui sont des crises partielles liées à la localisation des tubeurs. Donc ça peut être juste un bras qui bouge, une jambe qui bouge. Et dans ces cas-là, c'est pareil. C'est pas de l'urgence vitale, mais il faut donner un traitement donné par votre neuropédiatre si jamais les crises durent trop longtemps, plus de 10 minutes souvent. Et donc, comme pour les crises de spasme, vous appelez le 15, vous notez l'heure de début et puis vous êtes guidé par les médecins. Et puis donc il y a les crises les plus impressionnantes que probablement tout le monde a entendu parler, c'est les crises tonico-cloniques généralisées, donc avec la perte de contact, la chute, l'enfant qui a des mouvements par terre, puis ensuite un enfant qui va être très 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 endormi, qu'on n'arrive pas à réveiller. Donc c'est souvent ce qui est le plus impressionnant, et même pour les personnels médicaux et paramédicaux, c'est impressionnant au début, il faut savoir le gérer. Donc dans ces cas-là, en cas de crise, il faut mettre l'enfant en sécurité, le laisser par terre, pas qu'il soit sur son lit, parce que du coup, comme il bouge beaucoup, il peut tomber par terre et se faire mal. Donc il faut qu'il soit plutôt par terre. Il faut surtout rien mettre dans la bouche, pas essayer de l'empêcher d'avaler sa langue, parce que c'est un mythe, l'enfant ne s'étouffera pas avec sa langue. Donc il faut pas essayer de l'entraver non plus. Tous les mouvements, vous ne serez pas en mesure de les entraver, parce que c'est plus fort que lui, et vous n'aurez pas la force de l'empêcher de trembler. Donc là, c'est pareil. Si vous avez déjà vu ce genre de crise, il vaut mieux prendre le temps de regarder l'heure, de préparer le traitement si besoin, parce qu'il y a des traitements en cas de crise que vous avez à disponibilité si jamais ce n'est pas la première fois, et puis appeler le 15 pour pouvoir donner toutes les infos. Donc voilà ce qui est de la crise d'épilepsie. Au niveau neurologique, il y a d'autres pathologies qui peuvent être présentes. C'est ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Donc c'est dû à la gêne à l'écoulement du liquide qu'il y a autour du cerveau, qui s'accumule au niveau du cerveau et qui gêne et qui comprime le cerveau dans la boîte crânienne, parce qu'on a la boîte crânienne qui n'est pas du tout extensible. Donc plus il y a de liquide, plus le cerveau risque d'être un petit peu écrasé, et donc ça va donner des symptômes et il va falloir intervenir rapidement. Donc les symptômes d'alerte de l'hypertension intracrânienne,
c'est les vomissements plutôt matinaux, en jet, les maux de tête qui sont aussi plutôt en fin de nuit ou matinaux. Parfois, les maux de tête, ils peuvent soulager les vomissements. La présence d'un flou visuel ou d'un enfant qui voit double. Tous ces petits signes, c'est des signes qui apparaîtront pas forcément du jour au lendemain, mais où il faudra faire attention. Si c'est des signes qui se répètent, si votre enfant se plaint tous les matins, dans ces cas-là, il faudra prévoir une consultation plutôt dans un service d'urgence parce qu'on peut faire des examens complémentaires qu'on ne peut pas faire en ville. Et puis bien entendu, si jamais c'est des choses qui sont assez impressionnantes, vous appelez le 15 et vous allez être conseillé pour comment votre enfant doit être emmené aux urgences, si vous pouvez le faire vous-même ou si vous pouvez consulter un médecin, parce que les vomissements de l'enfant, c'est souvent une gastro, c'est souvent une petite infection ailleurs. Donc tous les vomissements ne sont pas des hypertensions intracrâniennes. Néanmoins, avec la maladie de votre enfant, il faut être un petit peu plus vigilant. Et puis si besoin, si vous avez besoin d'être rassuré, de consulter un médecin, ça ne pose pas de problème. Donc l'autre organe qui peut être touché dans la STB, c'est le cœur. Donc c'est dû à la présence des rhabdomyomes. Donc c'est pas, voilà, tous les enfants n'ont pas de rhabdomyome, mais ceux qui en ont, même s'ils sont disparus, ça peut entraîner des petits troubles du rythme cardiaque en fonction de leur localisation. Donc les symptômes, ça peut être très variable, et encore une fois, donc les enfants, ils ont un peu plus de mal à définir les symptômes que les adultes. Donc les principaux symptômes des troubles du rythme cardiaque, ce sont les palpitations, les douleurs dans la poitrine, la sensation d'avoir le cœur qui bat trop vite. Ça peut même amener à faire des malaises et des pertes de connaissance. D'où l'importance de savoir, dans ces cas-là, prendre le pouls de votre enfant. Ça paraît facile chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, bien savoir comment le prendre en charge si jamais il fait un malaise. Donc, si jamais votre enfant qui a des rhabdomyomes ou qui en a eu présente ce type de symptômes, se plaint d'une douleur dans la poitrine, de palpitations, dans ces cas-là, il faudra appeler le 15 pour pouvoir être aiguillé vers un service d'urgence. Donc, une des dernières complications qu'on peut retrouver dans la maladie, c'est les hémorragies rénales. Donc, pourquoi est-ce qu'ils présentent ce type d'hémorragie? Parce qu'il y a des kystes au niveau rénaux et qui peuvent se rompre et entraîner un saignement et donc une gêne de la fonction du rein. Les principaux signes sont les douleurs abdominales qui sont plutôt du flanc et en fosse lombaire. Chez les enfants, c'est très difficile de localiser la douleur. C'est-à-dire que quand ils ont mal au ventre autour du nombril et ils ne savent pas dire à droite, à gauche, c'est trop compliqué pour eux de localiser. Un autre signe qui peut être en faveur de cette complication, c'est d'avoir du sang dans les urines. Donc parfois, ça peut même aller jusqu'à l'état de choc. Donc un enfant qui est en état de choc, c'est un enfant qui est pas bien, qui est pâle, qui peut être marbré, c'est-à-dire avoir la peau un peu chair à saucisse. Dans ces cas-là, il faut consulter rapidement, donc dans un service d'urgence pédiatrique ou d'urgence adulte s'il est un petit peu plus vieux. Donc si jamais votre enfant se présente avec une douleur abdo et du sang dans les urines, il faut donc de préférence passer par le 15 pour avoir une meilleure orientation, que du coup le service d'accueil soit prévenu de votre arrivée, qu'ils aient le temps un peu de faire le point sur la sclérose tubereuse de Bourneville, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu ni du grand public, ni de tous les médecins malheureusement. Et donc voilà, ça leur laisse le temps de prévoir votre arrivée. Et puis la principale cause de saignement dans les urines des enfants, donc c'est les infections urinaires. Donc toute hématurie n'est pas une hémorragie rénale. Et pareil, les causes de douleur abdo, la première c'est la constipation. Donc tout n'est pas grave, mais dans le cadre de votre maladie, il faut prêter un petit peu plus attention et puis savoir assez rapidement aller consulter un médecin. Donc en pratique, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais eu à appeler le 15 ? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a fait dans la salle ? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont appelé le 15 et qui ont eu une mauvaise expérience ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut raconter ? Oui, bonjour. Disons que le problème a été qu'on a donc téléphoné au centre 15 et le médecin, donc voilà, il a pas pris l'appel et on a attendu une demi-heure pour rien. Donc on a rappelé et ils n'avaient pas pris donc l'appel. Voilà.
Et c'était pourquoi, quel type de problème? C'était, disons que donc, Alice, elle était en crise d'épilepsie, mais disons qu'elle en faisait toutes les 5 minutes. Donc répéter. On a appelé le centre 15, voilà. Oui. Derrière, il y avait une dame juste derrière. Alors nous, on a eu un cas où notre fils, il a fait une crise tonico-clonique. On a appelé le 15 qui a envoyé les pompiers en premier abord. Pompiers qui les ont rappelés, qui ont attendu 3/4 d'heure avec notre fils qui avait une saturation à 40 sur le canapé pour qu'au final, ils nous disent qu'il ne viendra pas. Donc ils n'ont pas du tout pris en compte la gravité de la chose, parce que du coup, ça a quand même conduit au coma. Et il a fait une semaine en réanimation. Donc le 15 n'est pas toujours super réactif et voilà. Alors, donc, ce qu'il faut savoir dans les appels au secours, c'est qu'on peut, en France en tout cas, appeler soit le 15, soit le 18. Quand vous appelez le 18, donc vous tombez sur les pompiers qui font une régulation, qui envoient un moyen, et ils transfèrent tous les appels au 15. Donc, les premières informations qu'on a, c'est via les pompiers si vous appelez le 18. Donc, ensuite, quand l'appel arrive au niveau du centre 15, il y a des premières prises d'informations qui sont par des assistants de régulation médicale, donc le but de leurs appels, c'est de faire une gravité des éléments, savoir si c'est une urgence vitale, si c'est un conseil médical, donc ça prend déjà un petit peu de temps, et il faut surtout qu'ils aient toutes les informations sur le nom du malade, le lieu de l'intervention, pour pouvoir envoyer les secours au bon endroit. Donc ça, c'est des choses qui prennent un temps. Effectivement, quand on est en pleine... si on a un enfant qui crise devant soi, on a l'impression que ça dure très 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 longtemps. Parfois, ça le dure vraiment. Mais ces informations-là, elles sont nécessaires à la prise de décision par la suite et au passage, du coup, pour que les secours soient envoyés au bon endroit, au bon moment. Il faut savoir que sur, par exemple, un enfant qui crise, les pompiers ils sont envoyés directement. C'est-à-dire que le temps que vous attendez, vous, les secours sont déjà partis. Effectivement, après, les pompiers ne sont pas à votre porte et il leur faut un temps de déplacement, tout comme les ambulances, avant d'arriver chez vous. Mais il ne faut pas croire que le temps d'attente, c'est le temps où on ne fait rien. Les pompiers sont déjà partis, les secours sont déjà partis, et dans la majeure partie des crises d'épilepsie, le moyen dont l'enfant a besoin, c'est d'avoir un secouriste, donc un pompier ou un ambulancier. Il n'y a pas forcément, dans 100% des crises d'épilepsie, besoin d'un médecin parce que l'enfant récupère seul. Et donc il n'y a pas besoin de moyens supplémentaires. C'est effectivement pas le cas dans toutes les situations. Nous, en tant que parents, généralement, on arrive maintenant à déceler si une crise est importante ou pas. Enfin, on a malheureusement ceux qui ont vécu des crises convulsives plus. Ils savent que s'ils appellent le 15, c'est que c'est nécessaire. Comment on peut faire comprendre à la personne qu'on a au téléphone que justement on n'est pas sur une petite crise, je ne sais pas qu'on n'est pas sur une petite crise, mais que là, on est vraiment sur... alors moi, je me dis, est-ce que c'est dire crise convulsive? Est-ce qu'il y a vraiment... pour qu'eux puissent faire la différence, en fait, entre une crise d'épilepsie qui effectivement, va passer 1 minute, 2 minutes, et une crise qui nécessite vraiment un transport et qui n'a pas à négocier, quoi. Sur la quasi-majorité des cas des crises d'épilepsie, il y a un moyen de déclencher qui est un moyen secouriste, ce qu'on appelle un prompt secours, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se déclenche dès le début de l'appel, donc des pompiers par exemple. Le problème des crises d'épilepsie, c'est qu'effectivement on ne peut pas savoir au moment de l'appel si elle va durer 2 minutes ou si elle va en durer 15. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est des choses qu'on peut craindre, que par expérience, parfois parce qu'on savait que son enfant était plus fatigué, que quand il est plus fatigué, il fait plus de crises, que les crises durent plus longtemps. Donc vous pouvez effectivement avoir une petite piste, mais les crises d'épilepsie, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à gérer. En termes, on ne sait jamais quand ça commence, ni quand ça finit. Donc ça, pour quelqu'un qui n'est pas sur place, c'est difficile effectivement de savoir. Mais dans tous les cas, il y a toujours un moyen de déclencher sur les crises d'épilepsie, sauf quand c'est vraiment des épilepsies pharmacorésistantes. Et dans ces cas-là, c'est les parents qui disent n'envoyez pas les pompiers, on va faire comme ci, comme ça. Ça, c'est des choses qui se font aussi parfois. Mais dans la plupart des cas, les pompiers arrivent. Après, la présence d'un médecin n'est pas toujours nécessaire dans une crise d'épilepsie. Oui, bonjour. Nous avons eu affaire 2 fois donc, aux 15 et aux pompiers. Et je peux dire que nous avons été fortement déçus. Parce qu'on a l'impression que ça dérange la crise d'épilepsie. Et puis voilà, je voulais le dire, parce que franchement, très déçu, mais aussi bien par les pompiers que par le personnel
du 15, quoi, le SAMU. Je précise quand même que le docteur Pauvert ne répond pas à tous les appels du 15. Hein. Je voulais juste vous parler de notre expérience. On a malheureusement une grande expérience du 15 par rapport à notre enfant. On a eu beaucoup de nombreuses fois le SAMU à la maison. La première fois, c'était les pompiers, avec un médecin qui est venu, qui était ancien urgentiste du 15 et qui nous a dit non, là, je ne vois pas comment gérer, appeler le 15, et c'est un autre médecin qui est venu, et c'est un ami, enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a su que ça le dépassait et qu'il valait mieux que quelqu'un d'autre intervienne. Et dans les interventions du 15, les mots-clés pour qu'ils interviennent, c'est que on précisait systématiquement que notre enfant était grand épileptique, pharmacorésistant, et que nous avions un besoin d'oxygène. Et là, c'est des mots-clés quand même qui font que Paul Gabriel était référencé. Bon, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de crise. Et l'autre point aussi, c'est que nous sommes dans la région sud et nous sommes suivis maintenant par l'hôpital Henri Gastaut. Et ça nous est arrivé d'avoir des discussions à 1h du matin entre l'équipe du SAMU qui était dans la chambre en nous disant non, non, vous n'intervenez pas, et Henri Gastaut, le médecin de garde, qui expliquait au SAMU de nous laisser agir et nous faire confiance. Et ça nous a permis parfois de garder l'enfant à la maison, et d'autres fois de leur dire non, non, là il faut que vous l'emmeniez parce que ça va recommencer. Donc voilà, il faut réussir à avoir de la communication avec eux, c'est pas toujours simple. Alors, moi je voudrais dire une chose, ça se rapproche un peu de ce que disait tout à l'heure Madame Silva. Les parents, nous, vous, on est quand même ceux qui connaissent le mieux nos enfants, et on sait quand une crise d'épilepsie va être malheureusement une grosse crise ou une petite crise. On peut se tromper, mais généralement on se trompe peu. Donc effectivement, le fait de préciser les mots importants, je pense que voilà. Quels seraient les mots que vous pourriez recommander aux parents de dire pour qu'ils soient entendus quand ils pensent que c'est vraiment important? Il faut bien du coup dire les antécédents. Effectivement, s'il y a déjà eu donc des passages en réanimation pour des crises longues, il faut bien déjà dire les mots sclérose tubéreuse de Bourneville, parce que ça, c'est pas des choses qui sont très connues. Effectivement, tous les médecins savent ce que c'est que la mucoviscidose, et la sclérose tubéreuse, ça c'est pas acquis pour tous les médecins, comme beaucoup d'autres maladies orphelines. Donc il faut bien le dire. Il faut donc aussi effectivement dire s'il y a déjà eu des grosses crises qui ont nécessité des traitements lourds. Et puis voilà, et pas hésiter à dire quand on n'est pas d'accord. Et puis après, c'est souvent avec le premier bilan, le bilan des pompiers, qu'on arrive à prendre une décision finale. Parfois, il y a juste besoin d'oxygène, et effectivement, ça c'est le genre de choses qui peuvent être faites par les pompiers sans problème. Juste, le docteur Chemali voulait rajouter quelque chose? Oui, juste 2 petits points. Le premier, c'est qu'en plus de 90% des crises, en général, se terminent seules. Que normalement, dès la première crise, les recommandations veulent que vous ayez un traitement que vous pouvez donner à la maison, Bucolam ou Valium. Et dernière chose, il y a la possibilité, mais je parle sous le contrôle de ma collègue, de faire une fiche patient remarquable auprès du SAMU. Donc c'est une fiche qui détaille un peu les caractéristiques du patient et qui est normalement envoyée au SAMU de votre secteur, et qui permet, quand vous appelez, que les informations précises ressortent très vite pour que la prise en charge soit adaptée de la façon la plus ciblée. S'il y a des éléments nouveaux ou des nouvelles choses dans la prise en charge de l'enfant, oui. Mais après, en général, ça reprend vraiment les éléments sur une prise en charge d'urgence immédiate, et les conditions, qui déterminent en fait, le fait de le transporter ou pas, et les choses à faire, les médicaments à éviter. Ce qui peut aussi aider, c'est que vous ayez ce qu'on appelle un certificat d'urgence, c'est-à-dire que votre neuropédiatre, en cas de crise, peut vous établir un certificat qui détaille un peu la pathologie, les traitements en cours, les médicaments indiqués ou contre-indiqués. On fait ça pour certaines épilepsies dans lesquelles effectivement il ne faut pas utiliser des traitements d'urgence en certaines lignes. Et ça peut être, si document, il faut qu'il soit dans le carnet de santé, disponible avec vous, et vous pouvez le montrer aux pompiers ou au médecin du SAMU quand il arrive, de façon à ce que ça se passe de façon un peu plus fluide, parce qu'effectivement, ce n'est pas une pathologie qui est forcément très connue. Et les éléments qui concernent votre enfance, vous êtes ceux qui les connaissent le mieux. Et on arrive sur ce qu'on appelle les patients experts, et vous êtes des experts de la maladie de vos enfants. Et donc vous êtes des collaborateurs pour leur prise en charge.
Je sais qu'il y a d'autres parents qui voudraient intervenir, mais je crois que vous n'aviez pas tout à fait fini. J'ai juste deux petites choses à rajouter. Et puis après, on fera l'écrétion et donc l'échange éventuellement si vous avez autre chose à rajouter. Donc pour la suite, comment réagir si mon enfant fait un malaise, donc que ce soit un malaise de type perte de connaissance ou un malaise avec mouvements anormaux qui font penser à une crise d'épilepsie. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la chose la plus importante, c'est effectivement de mettre l'enfant ce qu'on appelle en position latérale de sécurité. Donc c'est une manœuvre qui nécessite un petit peu d'entraînement quand on ne la connaît pas, et quand on ne connaît pas, le plus important, c'est de mettre l'enfant sur le côté. Donc s'il y a la panique, si l'enfant bouge beaucoup, il faut juste le mettre sur le côté. Donc c'est plutôt conseillé pour des parents d'enfants épileptiques de connaître la position. Pour si jamais c'est trop compliqué, que c'est la panique, que vous êtes tout seul avec l'enfant à la maison, et vous le mettez sur le côté. C'est la seule chose qui va être importante pour votre enfant au début, avant de pouvoir appeler les secours. Ce qui est aussi important si mon enfant fait un malaise, c'est les questions qu'on va vous poser, c'est est-ce qu'il respire ? Donc pour savoir ça, il faut regarder votre enfant, vous approchez votre joue de sa bouche. Donc si effectivement il respire, vous sentirez son souffle. Si vous regardez bien son thorax, il va se soulever. Donc ça, c'est les genres d'infos qui sont importantes et qu'on va vous demander. Et donc même si dans la panique c'est compliqué, il faut prendre le temps de bien regarder votre enfant. Et il faut aussi, pour les enfants pour les plus grands surtout, savoir prendre le pouls, pour savoir dire si effectivement il y a un pouls ou pas, et si oui, est-ce qu'il bat très 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 vite, dans l'hypothèse d'un trouble du rythme entraînant un malaise. Dans ces cas-là, il faut juste, vous prenez le pouls, et vous le prenez pendant 15 secondes, vous multipliez par 4, et vous savez à combien bat le cœur de votre enfant. C'est des infos qui peuvent être très importantes et qui peuvent aider au déclenchement d'un moyen, si jamais vous êtes en capacité de donner l'information au secours. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout la position latérale de sécurité ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde ? Un bébé de 20 mois, et du coup, il faut le mettre sur le côté. Ouais, il faut juste le mettre sur le côté. Parce qu'effectivement, d'avoir la main sur le visage comme ça, l'autre bras plié, c'est joli sur le papier. Après, il faut le mettre sur le côté, c'est vraiment le plus important. Moi, je crois qu'il faudrait faire une démonstration, en fait. Hein ? Allez, venez. Allez, si, allez. Je pense que ce sera plus parlant, parce que... ouais. Et puis, vous avez appris tout à l'heure, donc merci. Hein. Donc, je vais vous faire vous allonger. Plutôt, hop là, comme ça, pour que tout le monde puisse vous voir. Voilà, super. Peut-être sur le dos, si vous êtes tombé sur le dos, là. Le bras donc, du patient, d'aller mettre son bras contre son épaule. L'autre bras, on le met vers le haut pour pas qu'il gêne. Et ensuite, on se serre de la jambe du côté du bras de la joue pour tourner le malade. Et ça, c'est la position classique. Donc la jambe, en fait, elle sert à stabiliser le corps. Après, un enfant qui convulse, il n'est pas forcément très très stable. Donc vraiment, le mettre sur le côté, le soutenir et rien mettre au niveau de la bouche. Est-ce qu'il est possible de refaire parce que là, les gens qui sont tous ici, je pense qu'ils n'ont pas dû voir grand-chose. Est-ce qu'on peut refaire l'exercice peut-être sur la table ? Vous êtes d'accord sur la table ? Il n'a pas l'air d'accord, hein. Peut-être sur le côté, une fois de chaque côté ? Peut-être même carrément... Si on met au sol, vous n'allez pas voir grand-chose, on va bouger la table peut-être. On déplace la table. Non, c'est pas sur la table, vous allez tomber. Voilà, ça devrait être mieux pour tout le monde. Alors je vais... Et gris sur gris, on ne le voit pas beaucoup, hein. Ah, vous voulez pas être peint en rouge ? Non. Donc d'où l'importance de ne pas être sur une table ni sur le lit, parce que si je tourne le monsieur là, il va tomber par terre. Reculez-vous un peu par là. Avec les enfants, c'est facile.
épilepsie, là, on les porte et on les met... Pardon. Les enfants, on peut les porter, les mettre par terre, il n'y a pas de risque. Il faut juste rien mettre dans la bouche et pas tenter de mettre ses doigts dans la bouche, on risque d'être mordu. Donc on met la main, comme ça, sur la joue de l'enfant, du patient, le bras là-haut pour pas qu'il gêne. On prend la jambe du même côté et on pousse. Voilà. Ça, c'est la position classique. En urgence, et on met sur le côté et on laisse le visage bien dégagé. Ça va. Merci beaucoup, monsieur. Bon, merci aux grands volontaires. On va prendre exactement, même pas 5 minutes de questions, parce qu'on n'est pas très en avance, et je pense que le docteur Rousse, après, a une intervention aussi qui va en intéresser plus d'un. Juste, le docteur Pauvert a la gentillesse d'assister au repas. Alors, vous l'assommez pas tous de trucs, hein, promis, mais vous pouvez en profiter pour aller la voir, ainsi que Madame Silva, et puis le docteur Rousse nous a fait la gentillesse aussi d'accepter la même chose. Juste 2 petites minutes pour les questions, et puis... Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Donc moi j'ai une question, ma fille est adulte, elle prend des crises régulièrement. Et bien cette position-là, je suis loin de pouvoir lui faire prendre, car elle va tomber sur le ventre, elle se sera écrasé le museau, et surtout ses membres auront pris des postures à lui déchirer une épaule dans le sens inverse, une jambe que je ne peux plus récupérer parce qu'elle est complètement tordue, donc je ne vois pas comment la manipuler pour la remettre dans une position sans, en fait, systématiquement lui faire encore plus mal pour détendre ou récupérer les membres qui sont tordus. Alors, il ne faut jamais chercher à aller à l'encontre des mouvements quand il y a une phase de mouvement clonique ou tonique, quand ils sont vraiment, vraiment tendus et qu'effectivement, il ne faut pas aller dans le sens contraire. En fait, on vous fait mettre vos enfants dans cette position pour que si jamais il y a un vomissement, ils n'inhalent pas et qu'ils aient des complications respiratoires. C'est la seule raison qui fait mettre les enfants sur le côté. Donc c'est vraiment en fait d'empêcher ce qu'ils inhalent en fait si jamais ils bavent beaucoup et si jamais ils vomissent. Donc vraiment l'important c'est de dégager au niveau du cou et de mettre sur le côté. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être très bien mis comme ça. Il faut vraiment juste protéger des vomissements et d'inhalation. Donc c'est vraiment la position de la tête qui est importante dans ces cas-là. Alors je peux une autre question. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste savoir où se situaient les absences. Comment réagir face à une absence pendant, après c'est pas vraiment de l'épilepsie, mais c'est quand même impressionnant parce qu'elles peuvent durer quand même. Ça fait partie d'une épilepsie. Un enfant qui fait une absence n'arrête pas de respirer. Donc on se situe vraiment dans l'urgence plutôt neurologique, des absences qui se répètent comme un peu les spasmes et qui empêchent le développement de l'enfant. Dans ces cas-là, la plupart du temps, vous avez un protocole, c'est-à-dire que s'il fait plus de temps d'absence dans 1 heure, dans ces cas-là, il faut donner le traitement si besoin. C'est des choses qui sont adaptées avec votre neuropédiatre. Oui, mais quand la crise survient, ou juste après, quelle est notre réaction? Parce qu'on est démunis, le bol qui tombe, et il revient de loin. Est-ce qu'on doit lui parler, pas lui parler? Est-ce que... vous pouvez parler après, c'est sûr que pendant l'absence, il n'est pas réceptif. Le secouer, essayer de lui parler, secouer des choses devant lui, c'est des choses qui ne permettront pas le retour à la conscience. Ça va se faire ni le bouger. Tout seul. Pardon? Ni le bouger. Non. Ça, il ne faut pas le secouer, ça va pas aider. Il y avait une autre question peut-être? Ah, là-bas, alors attendez. Merci, bonjour. La question est simple. Est-ce que l'on peut soi-même prévoir sa future crise d'épilepsie? Alors parfois, les enfants, quand ils présentent des crises partielles, effectivement, ont des petits symptômes avant qui ne sont pas forcément capables d'exprimer. Pour un enfant, oui, mais l'adulte qui vit tout seul, est-ce qu'il peut prévoir qu'il va avoir une crise d'épilepsie? Les crises généralisées, probablement pas. Oui. Après, tout ce qui est crise partielle, il y a malheureusement, ceux qui font des crises de façon plus fréquente, parfois sentent les crises venir. Et donc savent se mettre en sécurité un peu plus. D'accord, voilà, ça répond très bien. Merci. Merci beaucoup.